rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. IATF 2025, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf fait le bilan de la 4e édition organisée à Alger, une édition considérée comme étant une parfaite réussite. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge d'1 an l'embargo sur les armes vers le Darfour. 64 803 martyrs et 164 264 blessés. L'armée d'occupation sioniste poursuit ses massacres à Raza et élève une fois de plus le bilan des victimes de ce génocide. Déclaration de New York, le Hamas affirme que faire des besoins sécuritaires de l'occupation sioniste la base d'une solution politique globale est une vision politique erronée. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre. Retour tout d'abord sur la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu une conférence de presse ce matin, lors de laquelle il a affirmé que l'organisation en Algérie de ce rendez-vous économique majeur était le fruit de la détermination du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à voir l'Algérie assumer sa responsabilité dans la contribution à la renaissance africaine. Attaf a rappelé que la 4e édition de l'IATF, qui s'est clôturée il y a 3 jours à Alger, a été accueillie par l'Algérie avec fierté et succès, ajoutant que l'initiative de l'Algérie d'accueillir cette édition n'a pas été le fruit du hasard ni de circonstances fortuites ou procédurales, mais une décision réfléchie et visionnaire dans toute la portée du terme. Cette édition a connu un succès total et pleinement accompli, un succès attesté par l'ensemble des institutions continentales qui ont pris part avec nous à l'organisation de cette session. Un succès reconnu par tous les représentants officiels qui nous ont honorés de leur présence. Un succès appuyé par l'ensemble des participants à cette édition, qu'ils soient exposants, visiteurs ou opérateurs économiques. Et je crois en toute honnêteté et sincérité qu'il n'y a pas de preuve plus claire ni plus éloquente de ce succès que le langage des chiffres, car le langage des chiffres est le témoin fidèle qui parle sans complaisance, sans falsification et sans déformation. Et le langage des chiffres confirme que les résultats de cette édition sont des résultats remarquables, des résultats records, des résultats sans précédent. Et plusieurs chefs d'État étaient présents à cette 4e édition de l'IATF, en plus de représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi qu'un certain nombre de personnalités africaines éminentes. Les chiffres enregistrés lors de cette édition ont largement dépassé les prévisions des organisateurs. Cette édition a vu la participation des chefs d'État des pays suivants: la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, la République sahraoui, le Tchad, le Mozambique, la Grenade, la Barbade et Saint-Christophe et Niévès. S'y ajoutent les anciens présidents du Nigeria et du Niger, ainsi que les vice-présidents de la Namibie et du Kenya et le Premier ministre de la République du Burundi. Plus de 40 ministres en charge du commerce et de l'industrie ont également pris part, en plus de représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi qu'un certain nombre de personnalités africaines éminentes. Concernant le nombre de pays participants à l'exposition, le nombre de pays ayant pris part à leur propre pavillon s'élève à 49 pays africains et 21 pays hors du continent. Quant au nombre total de pays représentés dans l'exposition, que ce soit à travers des pavillons propres ou autrement, il atteint 132 pays. En ce qui concerne le nombre de visiteurs et d'exposants, cette édition a enregistré un total de 112 476 visiteurs, dont 60 650 ont assisté physiquement et 51 826 ont participé à distance, des chiffres qui ont largement dépassé les prévisions des organisateurs, lesquels tablaient sur seulement 35 000 visiteurs. Une foire intra-africaine et un niveau record d'accords conclus, des accords d'une valeur totale de 48,3 milliards de dollars. La part de l'Algérie s'élève à 11,4 milliards de dollars et 11,6 milliards de dollars d'intentions de négociation. Regardez.
La 4e édition de la foire intra-africaine du commerce a atteint un niveau record d'accords conclus avec la signature de contrats de partenariat d'une valeur totale de 48,3 milliards de dollars américains. Un nombre record d'acheteurs professionnels a également été enregistré, atteignant 987 opérateurs économiques, dépassant ainsi largement l'objectif initial, fixé à 750 opérateurs. Et enfin, en ce qui concerne la part des entreprises et institutions algériennes dans le total des accords conclus, cette part s'élève à un montant de 11,4 milliards de dollars américains, un chiffre qui correspond aux accords effectivement conclus, c'est-à-dire aux contrats dont les procédures de signature ont été finalisées. Ce montant s'ajoute à une autre somme, à savoir 11,6 milliards de dollars, représentant quant à elle la valeur des accords en cours d'étude et de négociation, autrement dit des intentions de négociation. Cette foire intra-africaine n'a pas été qu'une simple manifestation économique, mais c'était un rendez-vous continental censé renouveler l'engagement envers une démarche d'intégration économique à l'échelle africaine globale. La 4e édition de la foire intra-africaine du commerce n'a pas été une simple manifestation économique au contenu et à la portée limitée. Elle a été en vérité un rendez-vous continental pour renouveler l'engagement envers une démarche d'intégration économique à l'échelle africaine globale, renouveler l'engagement en faveur de la consolidation des fondements et des piliers d'une véritable souveraineté économique africaine et renouveler l'engagement à œuvrer pour que notre continent africain retrouve la place qui lui revient sur la scène internationale. L'Afrique d'aujourd'hui a pris l'engagement de réunir par elle-même et collectivement les conditions de sa propre renaissance économique au lieu de confier son destin à d'autres parties. L'Afrique d'aujourd'hui n'accepte plus les rôles secondaires et marginaux qu'on lui a assignés ni au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ni au sein du Fonds monétaire international, ni au sein de la Banque mondiale. L'Afrique d'aujourd'hui cherche à sortir du cercle du bénéficiaire passif, qui se contente de ce que veulent bien lui accorder les donateurs, pour aller vers la construction de partenariats fondés sur l'égalité dans les relations, des partenariats où le respect des intérêts est réciproque et des partenariats bâtis sur le partage équitable des avantages et des bénéfices. L'Afrique d'aujourd'hui a pris l'engagement de réunir par elle-même et collectivement les conditions de sa propre renaissance économique au lieu de confier son destin à d'autres. Ahmed Attaf est par ailleurs revenu sur la polémique du Premier ministre du Burundi. En réponse à une question d'un journaliste, le chef de la diplomatie algérienne a dit ignorer et ne jamais avoir entendu parler de cet incident, insistant sur le fait que les relations entre l'Algérie et le Burundi sont au beau fixe, ajoutant que le président burundais serait en train de préparer une visite officielle en Algérie. Les relations entre l'Algérie et le Burundi sont au beau fixe et le président burundais est en train de préparer une visite officielle en Algérie. J'ai eu personnellement la chance de me rendre au Burundi l'année dernière en tant qu'envoyé spécial du président de la République dans le cadre des préparatifs des élections de l'Union africaine et j'y ai reçu un accueil exceptionnel. La personnalité dont vous parlez, le Premier ministre du Burundi, s'il y avait des problèmes entre l'Algérie et le Burundi, il ne se serait pas déplacé pour assister aux activités du salon. Il aurait exprimé son mécontentement et sa colère vis-à-vis de l'Algérie en s'abstenant de venir. Or, c'est tout le contraire. Le Premier ministre est bel et bien venu, ce qui traduit l'importance que le Burundi accorde à l'organisation par l'Algérie du salon du commerce intra-africain. Un dernier point, je n'ai personnellement jamais entendu parler de l'incident auquel vous faites référence, alors même que j'ai assisté moi-même à la rencontre que le président de la République a accordée au Premier ministre burundais. Ce que je peux vous dire en toute sincérité, c'est que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère très chaleureuse. Le Premier ministre, porteur d'un message écrit qu'il a remis au président de la République, a exprimé dans cette lettre toute la chaleur et la profondeur qui caractérisent les relations entre l'Algérie et le Burundi.
Toujours lors de cette conférence de presse, Ahmed Attaf a formellement démenti l'information faisant état de dépôt d'une plainte par le Mali contre l'Algérie. Il n'y a aucune demande émanant du Mali. Et s'il y avait une demande du Mali pour engager une affaire concernant un autre pays, ce pays aurait été officiellement informé de cette requête. Or, il n'existe aucune correspondance à ce sujet. Au contraire, nous avons contacté la Cour pour vérifier l'information dès sa parution. Il n'y a absolument rien. Voilà donc concernant la conférence de presse tenue ce matin par le chef de la diplomatie algérienne. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé vendredi d'1 an l'embargo sur les armes à destination de la région soudanaise du Darfour. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Conseil étend donc jusqu'au 12 septembre 2026 le régime de sanctions en place depuis 2005 qui vise uniquement le Darfour. La situation dans cette région reste désespérée avec une violence généralisée, de graves défis humanitaires et des déplacements de masse. C'est ce qu'a déclaré le représentant américain John Kelly. Cette adoption envoie un message clair. La communauté internationale reste déterminée à endiguer le flux des armes et à faire en sorte que les auteurs de ces violences et de l'instabilité au Darfour soient tenus pour responsables. Dans le dossier palestinien, des sources médicales de la bande de Gaza ont annoncé samedi que le bilan du génocide sioniste dans l'enclave palestinienne s'élevait à 64 803 morts et 164 264 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les mêmes sources ont indiqué que 47 morts et 205 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Elles ont également indiqué que de nombreuses victimes se trouvent toujours sous les décombres et dans les rues, inaccessibles aux ambulances et à la protection civile pour le moment. Sachez par ailleurs que depuis l'aube de ce samedi, des dizaines de Palestiniens ont été tués par des tirs et des bombardements des forces d'occupation sionistes dans diverses zones de la bande de Gaza. À bord de camions et de charrettes tirées par des ânes chargés de leurs affaires, des Palestiniens circulent sur la route côtière d'Al-Rachid, dans le centre de l'enclave palestinienne, alors qu'ils fuient le nord du territoire touché par de violents bombardements sionistes. Selon des annonces non confirmées, plus de 250 000 civils palestiniens auraient quitté ces dernières semaines le gouvernorat de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien occupé, après une intensification des bombardements et des raids sionistes. Nous nous dirigeons vers Khan Younis et nous ne savons pas quoi faire. Nous changeons sans cesse d'endroit. Nous avons des personnes malades avec nous et nous ne savons pas où aller. Il n'y a pas de zone sûre. Ils ne visent pas les résistants, mais plutôt nous les civils. Ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui n'ont rien fait de mal. Il y a aujourd'hui près de 70 000 martyrs dans cette guerre. Les hôpitaux de Gaza ont enregistré 7 décès, parmi eux 2 enfants, des décès dus à la famine et à la malnutrition au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de décès dus à la famine et à la malnutrition à 420, dont 145 enfants. Depuis l'annonce du rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire à Gaza, 142 décès ont été enregistrés, dont 30 enfants. Des cas de malnutrition et de famine arrivent à tout moment dans les hôpitaux de Gaza. 900 000 enfants souffrent de la faim, dont 70 000 sont en état de malnutrition. Et pour lutter contre cette famine, les Palestiniens affluent vers les soupes populaires pour recevoir de la nourriture, alors que l'assaut imminent de l'entité sioniste sur la bande de Gaza force des milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Les détails à Malamediane Zitouni. Rassemblés autour d'une soupe populaire à Deir el-Balah, ces Palestiniens tentent de recevoir de la nourriture pour leur famille.
L'accès à la nourriture dans l'enclave reste extrêmement restreint. La malnutrition, notamment infantile à Gaza, s'aggrave à un rythme catastrophique. La situation est inimaginable. On souffre à en mourir. Nous arrivons à la tequiya à 8h30 du matin et attendons jusqu'à midi pour avoir un plat. La situation est difficile pour tout le monde. Mais que pouvons-nous faire? Nous espérons que la guerre cessera. Nous sommes des personnes déplacées et nous ne recevons aucune aide. Ils ont autorisé l'entrée de nourriture, mais nous n'avons pas d'argent pour en acheter. Nos enfants meurent de malnutrition. Ceux qui ne meurent pas de la guerre meurent de famine. Et ceux qui ne meurent pas de famine meurent de maladie. Fatma a fait la queue pendant des heures pour obtenir une assiette de nourriture de la cuisine caritative. Une quantité qui ne suffira pas pour une famille. La détresse alimentaire torpille les estomacs dans l'enclave. Nous venons à la tequiya de 8h30 ou 9h jusqu'à 12h30. On nous donne alors un plat, mais ce n'est pas suffisant pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. La nourriture est insuffisante. Nous n'avons plus d'argent. Nous sommes déplacés et nous n'avons rien reçu depuis un moment. Les cuisines caritatives, seul espoir des Palestiniens affamés. Selon un organisateur au sein de Tekia, le nombre de personnes venant chercher de la nourriture a augmenté depuis que l'occupant sioniste a émis ses ordres d'évacuation de la ville de Gaza. Le nombre de personnes se rendant en cuisine a augmenté lorsque les Israéliens ont commencé à donner des ordres d'évacuation et à frapper Gaza. Les gens sont dans la rue et viennent chaque jour chercher leur repas principal. Comme vous pouvez le constater, les gens viennent tôt le matin pour un repas qui ne leur suffit pas. Ils n'en reçoivent qu'un toutes les 24 heures. Multiplication des décès liés à la faim, aggravation rapide des taux de malnutrition aiguë, chute des niveaux de consommation alimentaire. Des centaines de milliers de personnes passent des jours sans manger. La bande de Gaza sombre dans la famine. Toujours dans le dossier palestinien, la militante pour la cause palestinienne Greta Thunberg a critiqué les attaques sionistes sur Gaza alors qu'elle était à bord de la flottille mondiale Soumoud qui se prépare à livrer de l'aide à l'enclave palestinienne. La flottille devrait quitter la Tunisie pour tenter de briser le blocus naval de l'occupation sioniste après 2 nuits d'attaques de drones sur des navires clés du convoi que les organisateurs ont décrites comme des tentatives délibérées de l'entité sioniste pour perturber la mission. Les messages que nous adressons aux Palestiniens de Gaza sont nombreux. Premièrement, je suis profondément écœurée et consternée de vivre dans un monde où nos dirigeants trahissent chaque jour les Palestiniens et de constater que tant de personnes semblent accepter l'extrême injustice et le massacre de masse sans rien faire. C'est pourquoi j'ai le cœur brisé et cela ne me concerne pas du tout, ni mes sentiments. Mais je suis profondément bouleversée de vivre dans ce monde. Ce qui se passe actuellement à Gaza, par exemple, ne devrait pas surprendre, car Israël a clairement indiqué dès le début que telle était son intention, commettre un génocide et s'emparer de la bande de Gaza, ce qui constitue un crime de guerre grave, et le monde n'a pas écouté. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience de la situation, mais à quel prix? The world has not listened. Right now, people are more and more waking up, but at what cost? Et cette information à retenir également, l'Assemblée générale des Nations unies a voté vendredi à une écrasante majorité en faveur de la déclaration de New York qui décrit 4 étapes majeures vers une solution à 2 États. Premièrement, mettre fin à la guerre à Gaza et sécuriser le lendemain pour les Palestiniens en soutenant les efforts de médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis pour obtenir et mettre en œuvre un cessez-le-feu. Deuxièmement, permettre à l'État de Palestine d'être souverain économiquement viable, vivant en paix et en sécurité. Troisièmement, préserver la solution à 2 États contre les mesures illégales prises par toute partie qui chercherait à faire dérailler sa mise en œuvre. Et quatrièmement, parvenir à l'intégration régionale en mettant fin au conflit israélo-palestinien afin de garantir des relations normales et la coexistence entre les peuples et les États de la région. Les Nations Unies soutiennent la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de solutions à 2 États. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général
des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d'un point de presse au siège de l'ONU à New York. Il a également réitéré son opposition au projet israélien de construction de colonies illégales en Cisjordanie. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi un projet de résolution approuvant la déclaration de New York par un vote enregistré de 142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions. La déclaration de New York, diffusée lors d'une conférence internationale de haut niveau tenue aux Nations Unies fin juillet, définit une voie pragmatique vers un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien et la réalisation de la solution à deux États. Je pense que le secrétaire général a été très clair dans son soutien à la solution à deux États et très clair dans son soutien à toute action visant à garantir que nous ne perdions pas espoir face à la réalité dans laquelle nous vivons et que la solution à deux États puisse encore être réalisée. Tout d'abord, nous croyons qu'il y aura deux États. Nous continuons d'y croire. Nous avons exprimé très clairement notre position contre les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, maintenues et établies en violation du droit international. De toute évidence, au vu des projets d'extension de cette colonie E1, les colonies renforcent encore l'occupation. Elles attisent les tensions, elles compromettent systématiquement la viabilité de l'État palestinien dont nous venons de parler. Et nous appelons une fois de plus Israël à cesser toute activité de colonisation conformément à ses obligations en vertu du droit international. Et nous le disions en titre, le Hamas, mouvement de résistance palestinien, a affirmé que faire des besoins sécuritaires de l'occupation sioniste la base d'une solution politique globale est une vision politique erronée. Le représentant du mouvement en Algérie, Youssef Hamdan, a déclaré que l'accueil initial réservé par le Hamas à la déclaration de New York ne signifie pas qu'il approuve la vision politique d'une solution globale à la question palestinienne présentée dans la déclaration et que toute solution à la question palestinienne ne doit pas se faire au détriment des droits légitimes du peuple palestinien. Nous confirmons que notre accueil initial ne signifie pas que nous approuvons la vision politique de la situation globale proposée par la conférence de New York. Nous considérons que toute solution à la question palestinienne ne doit pas se faire au détriment de nos droits légitimes, mais qu'elle doit reposer sur le principe de la fin de l'occupation, de l'autodétermination et du retour des réfugiés dans un État palestinien souverain. Nous estimons que faire des besoins sécuritaires de l'entité israélienne, le point de départ d'une solution politique, représente une vision erronée de tout règlement dans la région, comme le démontrent les faits au cours des 2 dernières années d'agression contre notre peuple et contre la région, dont la plus récente fut l'attaque contre l'État du Qatar, dans le but de liquider la délégation palestinienne de négociation. Cela confirme que le maintien de l'occupation et la poursuite de ces crimes constituent la principale source d'instabilité dans la région. Dans le même sillage, le Hamas appelle tous les pays arabes et musulmans qui ont normalisé leurs relations avec l'entité sioniste à rompre leurs liens avec celle-ci, considérant que la poursuite sur la même voie est une sorte de récompense pour les crimes commis par l'occupation sioniste. Nous appelons les pays arabes et nous réitérons notre demande à ceux qui ont établi des relations de normalisation avec l'entité sioniste de rompre ces relations. Nous considérons que la poursuite de cette voie qui cherche à intégrer l'occupation dans la région revient à récompenser l'ennemi pour ses crimes contre notre peuple, les peuples de la région et l'humanité tout entière. La poursuite de ces relations constitue une tâche honteuse, politique, morale, mais aussi nationale, qui n'effacera aucune prétendue justification d'intérêt particulier, qu'il soit national, personnel ou même palestinien. Sachez également que le Qatar accueille ce lundi un sommet de pays arabes et musulmans pour exprimer leur rejet de l'attaque sioniste qui a visé des responsables du Hamas dans la capitale qatari et leur solidarité avec Doha, cité par l'agence de presse qatari. Majid Ben Mohammed Al-Ansari, conseiller du Premier ministre et porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a déclaré que le sommet arabo-islamique, à ce moment précis, avait plusieurs significations et qu'il reflétait la large solidarité arabe et musulmane avec l'État du Qatar face à, je cite, la lâche agression israélienne qui a visé le siège résidentiel de plusieurs dirigeants du Hamas.
Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24.